TorahBox sur YouTube en 2022, c'est plus de 37 millions de vues, 4700 vidéos, 3,8 millions de minutes de vidéos visionnées chaque mois, et désormais plus de 100 000 abonnés. Mais savez-vous qui se cache derrière ce succès? Réponse à des questions que vous vous posez peut-être. Comment est née l'idée de créer des vidéos? D'accord, on regarde qui Ruben. Faut regarder tout droit là. Oh non, mais c'est quoi ces questions là? C'est trop compliqué pour moi. C'est pas pour moi ça, si. Attendez, vous parlez des vidéos, parce qu'avec moi ça va être très compliqué. Vous parlez des vidéos de Torah ou des vidéos? Alors déjà, il faut savoir qu'on s'y est pris très tard. On a commencé par des audios. On avait honte de créer des audios de moins de 45 minutes. Certains sites internet ont commencé à produire de la vidéo de Torah. On n'a toujours pas créé de vidéo et ensuite on s'y est mis. Et ensuite on s'est mis à créer nos propres concepts de vidéos et pas simplement enregistrer des rabbinim. L'idée elle vient pas de moi. En fait, j'écrivais des articles sur TorahBox et il y avait dans un des articles comme ça où j'avais fait des petites blagues et tout, et en fait monsieur Benamou, bien mon mari a dit est-ce que peut-être votre femme ça lui intéresserait de faire des vidéos humoristiques? Alors j'avais répondu à mon mari, je m'en souviens, je lui ai dit mais je crois qu'il sait pas à quel point je suis pas drôle. Et quelques mois plus tard, j'avais eu une conversation comme ça, une réunion avec lui, et je lui ai demandé un peu c'est quoi, quel style de vidéo il voulait et tout, et j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans l'humour, et j'ai commencé à griffonner quelque chose qui est devenu, quelques temps après en fait, le projet d'Arca de la synagogue. C'est très simple, moi j'ai toujours en fait aimé le monde de la vidéo. Quand j'étais enfant j'étais cinéphile, après j'ai fait tchouva, et Baruch Hashem, TorahBox fait des vidéos. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non, j'ai cru que c'est... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais quoi? J'ai rien fait moi. Pour l'oseille. C'est pour rapprocher en fait les gens qui ne sont pas du tout attirés par les vidéos des rabbinim un peu qui donnent pas envie, comme genre... Et ensuite ça les amène à regarder d'autres vidéos sur le site de Torah justement. Et c'est là tout le but. En fait, depuis que j'ai fait tchouva il y a 20 ans, j'avais à cœur de rapprocher les juifs de la Torah. J'ai l'impression que j'avais découvert un trésor et je voulais le partager avec tout le monde. J'ai parlé avec monsieur Benamou et je lui ai dit que j'avais envie de faire du kirouv, et j'ai commencé à écrire des articles, un livre et tout. Et après, les vidéos. Et voilà, j'ai réalisé mon rêve. Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de toucher la population. Il faut savoir que la moitié des gens qui se connectent sur internet aujourd'hui, ils veulent apprendre sous forme de vidéo. Parce qu'on a la chance de travailler avec une association qui rapproche les gens de la Torah, et avoir des retours des gens, je crois que c'est la plus belle des récompenses, le plus beau des salaires qu'on peut avoir. La bretelle qui ressort? C'est un moyen de communiquer avec les gens. Pendant la période du Corona, c'était indispensable pour nous. On a fait beaucoup d'enterrements, on a diffusé beaucoup de cours de Torah, on a mis en ligne avec le logiciel, je fais un peu de pub, Zoom, un Beth Midrash en ligne. La vidéo, c'était vraiment un moyen pour nous de pouvoir prendre le tremplin et diffuser une Torah, s'approcher le plus des gens, quoi. À qui vous vous adressez dans vos vidéos? On s'adresse au plus de gens possible, ça va de l'enfant jusqu'à la grand-mère. Vraiment, on essaie de parler sur tous les sujets. En fait, la vérité, on essaie de s'adresser à tout le monde. Toutes les sortes de juifs, du moins pratiquant au plus pratiquant, avec le même langage. Aussi bien un public plus religieux qui a l'habitude d'avoir accès à du contenu de Torah élevé, qu'à des personnes qui n'ont pas envie de regarder des cours de Torah. Il faut savoir que sur les réseaux, parfois les gens n'ont pas envie de tomber sur un contenu de Torah, donc on a envie aussi de les captiver et de leur donner envie d'accéder et de regarder ce contenu-là. Donc on essaie toujours d'être captivant et intéressant. A priori, à des juifs, si on peut en plus sanctifier le nom de Dieu en se comportant bien envers les non-juifs, alors on le fait aussi. J'ai des appréciations d'un juif qui est étudiant en Torah à plein temps à Bnei Brak et d'un juif qui est marié avec une non-juive en Bretagne, et les deux ont compris et les deux ont été touchés, et c'est ce qui me fait plaisir. Si on doit par exemple parler des documentaires, c'est toujours en ciblant une catégorie de gens. Pour le Rav Citruc, c'était pour la majorité des juifs en France. Comment a-t-il réussi à faire revenir tant de juifs à leurs racines et à la pratique des mitzvot? Pour le documentaire sur TorahBox, c'était pour cibler ceux qui étaient un petit peu contre TorahBox, qui avaient des a priori, qui avaient des mauvais jugements, pour mettre un peu les choses à jour. Pour Bnei Brak, c'était pareil, pour casser les préjugés. Donc c'était à des gens qui étaient contre le sujet sur lequel je me présentais. Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets sur TorahBox? On devrait aborder tous les sujets. Parfois, il y a des sujets qui ne sont pas forcément adaptés à Internet, ou du moins avec Internet, l'effet de partage de vidéos. On fait très attention aux sujets qu'on aborde parce qu'ils pourraient être mal interprétés. Les gens qui sont trop sensibles, regardez pas, c'est pas grave. On devrait, c'est pas toujours facile parce qu'il y a certains sujets qui sont très sensibles, mais on fait le maximum pour réussir à traiter absolument tous les sujets. Alors est-ce qu'on peut potentiellement, oui on pourrait, on est libre. Surtout que dans l'équipe on est tous différents, alors certains ils aimeraient aborder un sujet, d'autres un autre sujet, mais au-dessus de nous il y a un comité rabbinique qui valide si oui ou pas on pourrait en
en parler. Dans tous les cas, nous, on aime parler de ce que les gens ont besoin. Donc, jusqu'à que le comité éthique valide ou invalide, on se permet d'en parler. Comment ces vidéos ont contribué à impacter les gens et quels changements elles ont provoqué? On a reçu des messages de quelqu'un qui s'est carrément converti après avoir commencé à regarder une vidéo humoristique. Ensuite, justement, il est tombé sur d'autres vidéos de Rabbanim plus sérieuses et ça lui a donné envie de se convertir. De temps en temps, on a la chance de croiser des gens ou en tout cas d'avoir des gens qui prennent le temps de nous donner des retours un peu plus détaillés. Et là, on se rend compte que voilà, il y a des gens qui se sont renforcés dans le Shabbat, qui se sont rapprochés de la religion. Des messages aussi touchants de gens qui n'ont pas accès à la Torah parce qu'ils habitent à la campagne ou dans des pays où la Torah n'est pas forcément accessible et qui nous disent qu'ils sont renforcés, parfois même convertis. Et là, je pense que c'est les meilleurs témoignages. Un jour, par exemple, une femme m'arrête et elle me dit, dans une histoire de Shabbat que vous avez racontée, vous avez parlé d'une certaine Madame Muller qui n'était pas juive et qui finalement a découvert son judaïsme. Et elle me dit, moi, chez moi, dans mon travail, j'ai une Madame Muller et je la suspecte d'être juive. Et je me suis dit, je vais faire comme dans la vidéo. Et donc elle est partie lui parler, elle lui a dit, je suis sûre que vous êtes juive. Et cette femme-là, elle a enquêté et sa grand-mère, qui était à l'article de la mort, lui a dit, avant de mourir, tu es juive. Et donc ça a changé sa vie, ça a changé son destin, et voilà. J'ai compris avec le temps que ça ramène, ça peut renforcer quelqu'un, ça peut lui apporter un sourire, ça peut lui-même lui apprendre des choses. Est-ce que ces vidéos t'impactent à toi personnellement? Pour certaines, oui. Pour d'autres, elles impactent d'autres personnes et c'est ce qui m'intéresse. Carrément. Il y a eu quelques vidéos qui ont changé complètement ma vie, quoi. Alors oui, bien sûr qu'elle m'impacte parce que pour préparer une vidéo, il faut beaucoup la travailler. Forcément, on approfondit les sujets. Et quand on rencontre une personne qui a eu un parcours extraordinaire, ça impacte forcément et ça nous remet en question et ça nous donne envie de nous améliorer et de progresser. Il y a plein de vidéos qui m'ont impacté. Il y a la vidéo sur éteindre son téléphone de la synagogue. À chaque fois que j'ai envie de le sortir, je pense à cette vidéo et ça m'impacte de ne pas le faire. Combien de temps tu passes pour faire une vidéo? 5 minutes. À partir du moment où on a déjà le sujet, on doit écrire le scénario. Ensuite, on fait une réunion. Et après, la vidéo, on la met sur YouTube. On prend d'abord rendez-vous avec le Rav au studio, on vérifie que le studio est libre. Une fois qu'il arrive, on l'installe. Après les avoir enregistrés, on traite la vidéo sur ordinateur et on la diffuse sur Internet, tout simplement. Parfois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de réflexion avant que ça mûrisse et qu'on commence à l'écrire et qu'on commence à travailler. Ça peut prendre de 10 minutes à des années. Il y a le scénario, il y a la relecture, ensuite il faut faire valider. Très bonne équipe qui vient nous valider chaque vidéo, chaque scénario, chaque blague. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça va pas vexer aussi les gens? C'est important tout ça. Il y a le montage, il y a la V1, la V2, des fois la V3 et des fois quand ils sont un peu fous on va jusqu'à la V4. Et donc ça prend du temps mais ça sort bien. Que V4? Et moi j'ai des V10, V15. Comment on sait qu'une vidéo a vraiment marché? Ben, il y a mon nom dans les commentaires. À mon point de vue personnel, c'est une vidéo qui a touché au moins une personne. Personnellement, en fait, l'indicateur qui me marque le plus, c'est quand les gens m'en parlent. Quand on me dit « Ah, j'ai vu la dernière vidéo de TorahBox, vraiment le message il était bien, ou elle était bien faite, ou ça m'a impacté ». Là, j'ai l'impression que voilà, toute l'énergie qu'on a mis dedans a servi à quelque chose. Une fois, j'avais sur une campagne de sensibilisation sur le respect des parents. Bon, dis papa, j'ai une tonne de boulot, il faut que je te laisse vraiment. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait rappelé son père avec qui elle avait plus de contact depuis plusieurs mois. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de bonheur. Parce que je me suis dit, waouh, même si c'est pour voilà, une personne qui a renoué contact avec son papa, ben, ça valait le coup de passer autant de temps dessus. Quelle recette pour arriver à faire le buzz? Bah, que je sois dans la vidéo. Voilà. C'est une question pour moi, ça? Il vous arrive de commettre des erreurs dans vos vidéos? Jamais. Alors oui. On a eu en plein Tisha B'Av, par exemple, un Rav qui se lève pour remettre sa chemise et on l'a pas vu. Ou alors quelqu'un qui est parti, qui a répondu au téléphone et le cours continue à enregistrer. Malheureusement, souvent une erreur, on s'en rend compte une fois qu'on a le retour des gens ou qu'on voit que, par exemple, nous, on a eu une intention, on voulait faire passer un message et on pensait que c'était la meilleure manière de le faire passer. Et on voit qu'en fait, il peut y avoir une double interprétation qu'on n'a pas vue. Forcément, parfois, on a des erreurs d'appréciation. Il faut savoir que nous-mêmes, on vit à Jérusalem.
On vit pas à Paris, on vit pas à Hong Kong, on vit pas là où les gens vont voir la vidéo. Donc c'est pas la même culture, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même pression religieuse, c'est pas le même niveau religieux, c'est pas le même niveau social. Donc on essaye de faire attention à comment ça va être perçu. Parfois il y a une erreur, il faut savoir qu'on crée énormément de vidéos. Celui qui veut voir combien on crée de contenu par jour, ça se compte peut-être en centaines. Jamais. En général, la vidéo est finie du premier coup et ça marche. C'est quoi, tu prends les deux réponses, tu es super beau. Les mecs, ça joue. Faut trouver l'inspiration, c'est pas moi ça non plus. Je suis un mec qui est pas inspiré. Chaque chose que j'apprends, chaque chose que j'étudie, chaque conversation, cette personne, elle serait intéressante à interviewer. Dans mon passé, je la trouve beaucoup dans mon parcours, dans tout ce que j'ai vécu. C'est dans la vie de tous les jours, c'est tous les gens en fait qui m'inspirent. On est une équipe à ToraBox, donc les idées viennent de partout. On n'est pas tout seul. L'inspiration, on a un groupe, on a un mail, on a un WhatsApp. On essaie de diffuser le plus d'idées possible pour pouvoir trouver de nouveaux contenus. Alors c'est assez extraordinaire. Souvent on me demande mais c'est pas possible et tout, vous avez toujours des nouvelles idées et tout. Mais j'ai l'impression que vraiment, HM il envoie le message qu'il veut qu'on fasse passer en ce moment. Il y a toujours plein d'indicateurs. Par exemple là, je suis en train de travailler sur une campagne de sensibilisation qui parle justement du divorce, des problèmes de Shlom Bayit. Et il y a une personne, j'ai appris un divorce ou quelqu'un qui avait eu un problème et tout. Et dès qu'en fait, en général, un message, il me revient comme ça 2-3 fois dans les oreilles ou 2-3 personnes qui me reparlent d'un sujet assez récurrent, je me dis que c'est un signe et que voilà, c'est que voilà, les gens en ont besoin et qu'il faut travailler sur ça. En regardant les gens, en se regardant nous-mêmes surtout. Et à partir de là, on crée nos vidéos. D'ailleurs, les vidéos nous ressemblent, on ne peut pas faire autrement. On essaie aussi d'écouter le public, mais elles ressemblent surtout en fait à ce que l'équipe ToraBox vit. Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction ? C'est quand je reçois mon chèque. Il faut savoir que si on arrive à faire en sorte que quelqu'un y change ou il puisse prendre sur lui une mitzvah, alors là c'est notre plus grande satisfaction. Je vois quand on dit qu'on travaille à ToraBox ou voilà ToraBox, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait c'est dans le regard des gens, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on a réussi en fait à ramener la Torah vers les gens. Peu importe maintenant aujourd'hui s'il est religieux ou pas religieux, ToraBox ça veut dire quelque chose pour lui, il a forcément vu une vidéo, entendu un jour un message de Torah et ça c'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. C'est quand je rencontre des gens, ils me reconnaissent mais qu'ils vont dire avec moi « Ah, lorsque vous avez dit ça, etc. » Ils vont me parler de quelque chose de précis et pas de quelque chose de général. Ils vont me dire « Là, ça a changé ma vie, ça m'a vraiment fait progresser, ça m'a permis de faire ci et ça. » Quand vous me dites que vous kiffez tous les contenus qu'on fait, quand vous me demandez est-ce que je suis marié, continuez à écrire que vous aimez nos vidéos, que vous aimez nous voir et aussi j'adore quand je vois mon nom dans les commentaires. Alors là, on passe à un autre niveau de kiff. C'est les tournages. J'adore ça. J'adore jouer. Je pourrais jouer en fait toute la journée. J'adore faire ça. Alors, je suis pas narcissique, c'est pas... Meilleures anecdotes de tournage. Le tournage du documentaire sur le Ratty Truc. Et c'était un moment très émouvant avec un des témoins. Il m'a raconté le dernier clip pour du Ratty Truc, il s'est mis à pleurer, je me suis mis à pleurer avec lui alors qu'on se connaissait même pas. La première scène que j'ai fait avec ToraBox, la première scène pour la vidéo de Pessar, on m'a donné un repas magnifique, du couscous au beurre, des spaghettis, des pizzas, c'était... Voilà. À chaque fois que j'ai à manger, je suis content. Pire galère qui vous est arrivée? Dans tous les tournages, j'ai plein de galères. Donc c'est difficile à dire dans quelle vidéo j'ai eu le plus de galères. Écoutez, j'ai que des galères. J'ai que des galères. La vie d'entrepreneur, c'est que des galères à régler, une par une. Et ça se compte en centaines par jour. Hein. Nous, chez ToraBox, on a l'habitude de travailler en dernière minute. Donc quand vous voyez une vidéo, quand elle est mise en ligne à minuit sur le site ToraBox, le projet a été fini à 23h59. Une vidéo où on ne s'est pas rendu compte qu'en plein milieu, il n'y a pas de son. Ça, c'est vraiment dommage sur un projet où on a mis plusieurs heures. La vie d'entrepreneur n'est qu'une série de galères. D'avoir un plantage à la dernière minute. En général, là où il y a le plus de galères, c'est là qu'il y a une plus grande siyata des Ishmaya. Et effectivement, à chaque fois qu'on a eu des galères, on a eu les plus grandes réussites. Journée à Tel Aviv complète, 10 km de marche à pied, une amende par la police et un montage qui est sorti à moitié, je crois. On a tourné 12 épisodes, il n'y en a qu'un seul qui était sorti, c'était une catastrophe. Qu'est-ce que vous détestez entendre? J'aime tout entendre. Moi, les critiques, ça me fait grandir. Donc, où est la vidéo? Pourquoi elle n'est pas encore uploadée sur YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Oh là, vous faites ça pour le buzz, ou vous faites ça pour gagner de l'argent. De nous, de notre côté, on met énormément d'énergie et vraiment d'amour pour le Ham Israël, pour le peuple juif, pour essayer de leur transmettre une Torah
vous vous rendez pas compte, toute l'énergie qu'il faut pour faire des vidéos. Et quand en face, en fait, ils voient qu'on n'est pas là pour des bonnes raisons ou qu'en tout cas nos intentions sont mal interprétées, c'est comme un enfant à qui on donnerait beaucoup de choses et qui dit bah t'as rien fait pour moi. C'est toujours ce décalage-là qui est regrettable. Qu'on est misogyne, archaïque. Mais où sont les femmes avec leur rire plein de charme? Vous vous trompez, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça. Ça m'agace un petit peu. C'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien réalisé. Franchement, ça va quoi. Avec ce qu'on a comme budget, personne ne ferait des vidéos comme ça. Personne. Faut me rendre la vidéo rapidement. Je supporte pas ça. Est-ce qu'on travaille à ToraBox pour l'argent? Bah oui. Et pourquoi alors? Alors il vaut mieux pas. Bah, on travaille pas pour la gloire, mais on travaille pas que pour l'argent. Bien sûr que non. On est là pour la Torah. Si on travaillait à ToraBox pour l'argent, on ne travaillerait pas à ToraBox. De toutes les manières, c'est hyper intéressant. C'est que je vois, maintenant que ça fait 6 ans que je travaille à ToraBox, que tous les gens qui sont restés et qui ont duré dans le temps, en fait, ils sont à ToraBox parce qu'ils veulent vraiment transmettre la Torah. Et c'est ça la caractéristique. Je pense que même quelqu'un, peu importe combien on lui donne, si on n'a pas cette volonté de transmettre, on reste pas parce que c'est vraiment ce pourquoi on est là. Des gens qui vont revenir à la Torah, des gens qui vont aimer ce qu'on a fait et qui vont se rapprocher de Dieu et de la Torah, ça sera le plus beau des salaires qu'on pourra recevoir après 120 ans. Bien sûr que non, on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour diffuser la Torah dans des conditions précoces. Aidez-nous le plus. Non, je rigole. Si quelqu'un veut gagner de l'argent, vaut mieux qu'il choisisse un autre travail. Pourquoi vous copiez les émissions Goy? Non, c'est vrai. Pourquoi on copie les émissions Goy? On aimerait ne pas en avoir besoin. Mais en fait, il faut savoir que tous les gens qui travaillent ici, en fait, ne sont pas des créatifs. Il n'y a personne qui a fait une formation dans les grandes écoles de cinéma. Oh, mais on a voulu, en fait, essayer de transmettre de la Torah. Donc, on essaie de trouver dans ce qui existe des choses qui pourraient, en fait, se rapprocher du judaïsme et de mettre de la Torah dans ces messages-là. Alors, très souvent, on les connaît même pas, les émissions. Parce que les gens, ils écrivent oui, ça veut dire que vous écoutez les émissions et les chansons Goy. Déjà, on les connaît pas. Et par contre, vous nous les faites connaître et on le fait parce que c'est vos références. Donc si c'est vos références, vous allez beaucoup plus vous allumer quand on va les copier. Moi personnellement, j'ai par exemple copié l'émission C'est pas sorcier, qui est une émission de vulgarisation scientifique, et moi je l'ai transformée en émission de vulgarisation de la Torah. Aujourd'hui, moi je regarde plus la télé, Baruch Hashem, mais je vais pas renier les programmes qui étaient intéressants, qui m'ont appris des choses. Ce que j'ai appris et qui était intéressant, je pense que je peux l'utiliser pour le bien et pour faire connaître la Torah. Ça parle aux gens, ça. Voilà, c'est dynamique, ces trucs. On va prendre ce bon côté de ce format-là et on va le mettre avec la Torah, pourquoi pas? C'est extraordinaire. Et les gens, comme ça, on les captive. C'est pas moi, c'est Ruben ça. Quoi? C'est nous qui copions? On m'a sorti le Blatacho, qu'est-ce qu'ils font après? Pas le macho? Le faux de Norman. Pas intrusive. Faux! Pas dans le mariage. Faux! Depuis, Norman, dans toutes ses vidéos. Quels sont les points communs des gens qui travaillent dans la production de vidéos? Alors ils ont tous le cœur sur la main et vraiment vouloir diffuser la Torah avec sans limite à n'importe quelle heure. C'est qu'ils comptent pas leurs heures. Par exemple, on peut rester jusqu'à 23h pour la sortir le lendemain parce qu'elle doit être là à minuit. Voilà, on est tous des fous en fait, on n'a pas d'heure. J'envoie des vidéos, il est 3h du matin et le type, il me répond. Donc on est vraiment des oufs quoi, c'est-à-dire que après le matin, moi j'ai un truc à 7h du matin, je suis là, je lui envoie une vidéo, il me dit oui, je l'ai vu. Je sais pas, on dort 2h, 3h par nuit. Ce sont des acharnés. Il faut avoir envie, ils ont un dévouement total. Le Zikoui Arabim, déjà, ça c'est notre point commun. On veut tous que cette vidéo, elle a un message, un impact, quelque chose. Comment arrivez-vous à collaborer avec des artistes célèbres? On pourrait croire que c'est des gros budgets ou ces trucs, mais pas du tout. Parce qu'ils me connaissent quoi. Ils sont plus touchés en fait par l'envie qu'on a de diffuser la Torah ou de transmettre des messages à travers la musique. Et bien plus on monte en qualité dans notre travail et plus ils ont envie aussi de participer. D'ailleurs, dernièrement, on a fait un très beau clip musical avec une grande star. Et cette grande star, quand on lui a proposé de travailler avec nous, elle a dit « Combien est-ce que je peux payer pour participer ?» 100 000 abonnés, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a beaucoup d'abonnés. Mais comme vous le savez, on ne travaille pas pour les likes, on ne travaille pas pour les vues. Et on travaille surtout sur chaque vidéo, même si des fois la vidéo a moins tendance à être likée, à être vue. Ce qui nous intéresse, c'est le message qui est à l'intérieur, même s'il va toucher moins de monde. Mais avec ça, on va construire des familles juives et c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est une grande satisfaction. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Torah qui est accessible au plus grand nombre pour le public francophone. Rien, parce que en vérité, qu'on ait un abonné ou 100 000 ou 3 millions, même si on avait un abonné, mais cet abonné-là, il prend du chizuk, il prend de la joie, il prend de la Torah, daillez-nous.
c'est de savoir que dans une génération où les gens, a priori, en fait, on n'est que dans la consommation, le divertissement, le fun, le chill, et ben qu'on a réussi à drainer en fait tout ce monde pour regarder des contenus de Torah, de se rapprocher de Dieu. C'est en fait une grande satisfaction et on espère voilà, qu'on atteindra le 200 et peut-être un jour le million et que le monde voilà, découvrira la beauté de la Torah et aura envie de se rapprocher de Dieu.